Les États-Unis lancent de nouvelles frappes contre l'Iran après avoir déclaré que le cessez-le-feu était terminé. I say we hit them 20-1. Every time they hit us, we're going to hit them 20. And when they hit, we hit back much harder. Air Canada dévoile l'identité de son nouveau PDG et celui qui succède à Michael Rousseau parle français. Je suis également conscient de l'importance de servir les Canadiens dans les deux langues officielles. Et le train circule à nouveau à Repentigny 3 jours après le déraillement. Fâché parce que le CN n'informe aucun citoyen. Je trouve ça très rapide. Et les 22 heures, c'est l'heure de Nouveau Info. Bonne fin de soirée, tout le monde. Encore ce soir, Donald Trump menace l'Iran de frappes encore pires si d'autres navires sont pris pour cible dans le détroit d'Ormuz. C'est ce que le président a publié sur son réseau Truth Social. Selon les médias iraniens, de nombreuses explosions ont été entendues le long des côtes et cette reprise des hostilités a monopolisé l'attention au sommet de l'OTAN qui s'est conclu plus tôt aujourd'hui à Istanbul. Lila, Donald Trump affirmait pourtant aujourd'hui que la guerre n'allait pas reprendre. Oui, et cette nouvelle attaque, c'était un ordre direct du président Trump. D'ailleurs, sur la page X du commandement central des États-Unis, la raison de cette intervention qui est dite pour réduire davantage la capacité de l'Iran à menacer la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz. Et tout ça arrive alors que les pays alliés souhaitaient que Donald Trump soit de bonne humeur pour conclure des ententes, par exemple. Et les États-Unis vont quand même donner à l'Ukraine une licence pour construire des missiles américains dits patriotes. Mais voilà, hier soir, l'Iran a pris pour cible 3 navires dans le détroit d'Ormuz. Les États-Unis ont répondu avec des frappes sur les côtes iraniennes et le président a ensuite annoncé la fin d'un cessez-le-feu, du cessez-le-feu. On peut écouter Donald Trump qui a anticipé cette dernière frappe cet après-midi. To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They launched a couple of drones and one rocket, one missile at ships because they were in the strait, which they have every right to be. And so we hit them very hard last night. Very, very hard. Probably hit them hard again tonight. Bon, parlons quand même de Mark Carney. Le Canada, lui, dans tout ça, augmente son arsenal militaire. Oui, le Canada qui a signé plusieurs contrats de réarmement ou même accords de principe, notamment avec l'Allemagne et la Norvège. Et justement, c'est un plan de l'OTAN, se réarmer. J'en ai discuté avec un expert. Le réarmement de l'OTAN, dont l'Allemagne est la première, se fait en prévision du fait qu'on ne pourrait peut-être pas faire confiance aux Américains à l'avenir. Si les États-Unis redeviennent ce qu'ils étaient avant, il faudra démontrer notre valeur dans l'OTAN. Et si également les États-Unis non seulement voudraient se retirer de l'OTAN, eh bien, il va falloir avoir du muscle correspondant. Et je crois que des pays comme la France, l'Angleterre, l'Allemagne et le Canada feraient le gros du travail à ce moment-là. Marie-Claude, d'ici 2035, chaque membre de l'OTAN va devoir consacrer 5% de son PIB à la défense. Mark Carney a assuré justement à ce sommet que le Canada, d'ici cette prochaine décennie, aurait atteint déjà 4%. Merci, Lila. Et on revient sur ces frappes américaines en Iran avec Terry de Kerkhove, ancien ambassadeur du Canada au Moyen-Orient. Bonsoir, Monsieur de Kerkhove. Bonsoir. Bon, alors là, les États-Unis qui bombardent, Donald Trump qui dit « ça en est fini du cessez-le-feu ». On a l'impression qu'on est de retour à la case départ, même s'il y avait un protocole d'accord qui avait été signé, là. C'est terriblement inquiétant dans la mesure où on espérait que l'arrivée des midterms, les élections aux États-Unis, calmerait un peu Trump et donnerait peut-être un peu plus d'élan aux républicains. Pour l'instant, les démocrates s'en réjouissent, mais ces frappes continues face à un pays qui a une résilience absolument totale n'aident absolument pas. Cette guerre choisie par Trump ne se finira que quand lui-même aura accepté que les Iraniens vont rester là où il est. Trump se parle tout le temps de la question nucléaire. Alors, la question nucléaire, à toute fin pratique, avait été réglée par Obama il y a une dizaine d'années. Et maintenant, les conditions qui ont été établies sont à peu près les mêmes. Mais l'histoire de cette guerre que l'on recommence à tous les coups parce que tout se déroule autour de la question du détroit d'Ormuz, parce que c'est ça le véritable enjeu, la liberté de navigation par rapport à le maintien au fond du contrôle
contrôle du détroit par l'Iran. Cela dit, il y a eu bien d'autres choses aussi, parce que le sommet de l'OTAN qui avait été fait essentiellement entre Trump et le président Erdogan, finalement, s'est très bien déroulé par rapport à ce à quoi on s'attendait. Évidemment, il y a toujours encore un intérêt du côté du Greenland, mais enfin, on va laisser ça de côté pour l'instant. Mais je crois que ce qui est vraiment important dans le sommet lui-même, c'est le fait que le président de l'Ukraine va pouvoir obtenir le droit de fabriquer lui-même les engins nécessaires pour répondre aux attaques aériennes de la Russie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui va soulever énormément d'angoisse du côté israélien, c'est l'autorisation possible pour la Turquie d'obtenir les F-35 américains, sujet qui avait été débattu au cours des 10-12 dernières années. Alors, il y a beaucoup de bons dans ça, dans la mesure où le sommet s'est réuni, il ne s'est pas passé de catastrophe et la réaffirmation de l'engagement américain auprès de l'OTAN reste la même, indépendamment de ces lamentations de Jérémie sur le fait que les Européens ne l'avaient pas aidé dans sa guerre contre l'Iran. Donc, généralement, bilan assez positif. Un bilan positif, même si la question finalement de la guerre en Iran ou de la reprise des hostilités a vraiment quand même monopoliser l'attention. Mais là, on arrive avec quand même deux gouvernements, en tout cas le régime iranien et les États-Unis, qui négocient par l'usage de la force. Jusqu'où ça va aller, tout ça? Mon inquiétude, c'est que Trump décide de relancer la guerre complète et Netanyahou va probablement le pousser dans ce sens-là, bien que les relations entre les deux ne vont pas très bien pour l'instant. Mais cela dit, je crois que c'est ça la véritable angoisse. Est-ce que les Iraniens sont prêts à essayer de contrôler le détroit d'Ormuz et de frapper les navires pour littéralement forcer Trump à relancer la guerre? Et vous savez, il y en a qui trépignent aux États-Unis. Hegseth est prêt à le faire demain matin et même avant. On verra s'il y aura d'autres pressions, en tout cas en vue aussi des mi-mandats. Merci beaucoup, M. de Kerkhove, de nous avoir parlé ce soir. À la prochaine. Avec plaisir. Bonne soirée, à la prochaine. Par ailleurs, il y a une figure montante de la gauche américaine qui suspend sa course pour un siège au Sénat. This is incredibly difficult because I know that some will think it's an admission of guilt, and it most certainly is not. We're not doing it because of the allegations. We're doing it because of the structures that are being taken away from us by those in power. On vient d'entendre le candidat démocrate dans l'État du Maine, Graham Plattner, qui en a fait l'annonce ce soir. Lui qui se retrouve plongé en plein scandale alors qu'il est accusé de viol par une ex-compagne. L'ancien Marine qui opère une ferme d'huîtres dans le Maine dément les accusations. Mais rappelons que cette course pour la majorité au Congrès américain est cruciale pour les démocrates qui pourraient ainsi bloquer les projets de loi du président Trump. On vient chez nous maintenant. Le trafic ferroviaire a repris ce matin à Repentigny, 3 jours seulement après le déraillement de 46 wagons en plein quartier résidentiel. Le CN tente de se faire rassurant, mais les citoyens comme le maire ne cachent pas leurs inquiétudes. Lily Mercure. Le premier train depuis le déraillement dimanche dernier est passé ce matin peu après 8 heures. Mais pour beaucoup de résidents, en particulier sur cette rue qui ont vécu ça de proche, c'est encore trop tôt. Qu'est-ce que vous attendez de la ville puis qu'est-ce que vous attendez du CN? Honnêtement, on se serait entendu d'avoir des nouvelles, au moins des nouvelles plus personnalisées, je dirais. Oui, c'est beau dire, on comprend les citoyens qui ont eu des craintes, mais on est quand même laissé à nous-mêmes pour dire, bien, il faut vivre avec notre crainte, puis l'enquête le dira. Fâché parce que le CN n'informe aucun citoyen. On ne sait même pas qu'est-ce qui s'est passé exactement. Je trouve ça très rapide. Puis juste le fait qu'ils ne sont pas venus sur le terrain pour venir voir les citoyens, comment est-ce que les citoyens se sentent et tout, je trouve ça un peu, excusez-moi le langage, mais un peu dégueulasse de leur part. On voit ce qui s'est passé au lac Mégantic. On dirait qu'ils se sauvent de l'affaire, puis on a l'impression que c'est la même chose ici. Tant que personne n'est blessé, pour de vrai, la vie continue. Chez cet autre résident, il y a d'ailleurs un morceau de train qui atterrit dans la cour arrière. C'est pesant, là. Ouais, c'est quand même... Ouais, on pourrait faire des poids avec ça, là. J'avoue que si quelqu'un le reçoit dans la tête, je pense que c'est fini. Finito. Vous auriez pu être dehors, là, quand ça s'est passé? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. En plus, il faisait beau cette journée-là, donc c'est vrai qu'on aurait pu être dehors.
Il reste encore beaucoup de marchandises à ramasser sur le terrain qui venaient du train qui a déraillé dimanche. Comme on voit derrière moi, il y a une montagne de morceaux de bois. Le CN a travaillé 24 heures par jour avec sa machinerie. Je remercie nos citoyens pour leur compréhension et leur résilience parce que ça a amené beaucoup de bruit dans tout ce qui est autour de la voie ferrée. Mais force est d'admettre que le travail s'est fait quand même assez efficacement puis que l'ensemble des locomotives qui avaient déraillé ont été complètement retirées et ceux qui étaient sur les rails ont pu quitter par la voie ferrée. Sur les réseaux sociaux, le maire de Repentigny, Nicolas Dufour, souligne que la municipalité continuera à être vigilante et à réclamer des mesures de sécurité, notamment en lien avec la vitesse, d'ici le dévoilement des conclusions de l'enquête. C'est des équipes d'urgence, là, fait qu'ils savent ce qu'ils font. Vous avez l'air assuré. Bien, tu sais, on n'a pas le choix. Puis ici, je veux dire, c'est une ligne droite, là. C'est quelque chose qui est arrivé, on ne sait pas pourquoi, mais je pense pas que ça va se reproduire. Ce serait étonnant, en tout cas, que ce soit quelque chose qui se reproduise à court terme, là. Par courriel, le CN indique que les trains circuleront d'abord à vitesse réduite, puis des inspections qualifiées seront effectuées. Le CN ajoute s'excuser pour les inconvénients causés par cet événement et précise aussi qu'il n'y a eu aucun blessé, aucun incendie et aucune fuite. C'est le Bureau de la sécurité des transports du Canada qui est sur le dossier. Donc, les enquêteurs vont examiner l'état du matériel, de la voie, bien sûr, et la conduite du train. Il y aura également un visionnement des vidéosurveillances de la locomotive. À Repentigny, Lily Mercure, pour Nouveau Info. On recense de nombreux incendies de forêt un peu partout dans la province pour un total présentement de 188. Depuis lundi, il est donc interdit de faire des feux à ciel ouvert dans 9 régions. C'est le cas en Abitibi-Témiscamingue, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, en Mauricie et dans le nord du Québec. La situation est particulièrement préoccupante à Fermont et dans la communauté de Wasswaganish. Le gouvernement provincial et Hydro-Québec pourrait bientôt s'entendre avec la communauté Innu de Pessamit sur la Côte-Nord. Un référendum auprès de la population de Pessamit va se tenir cette fin de semaine. Si un accord est conclu, la communauté Innu recevrait des milliards de dollars en compensation pour les projets énergétiques passés et ceux à venir. La Société d'État pourrait donc, après consultation avec les membres, y développer une centrale ainsi que des projets éoliens. Air Canada a un nouveau PDG. Le Néerlandais Anko van der Werf succède donc à Michael Rousseau, qui a pris sa retraite en pleine tempête linguistique. Il est présentement à la tête de la Scandinavian Airlines et il est aussi polyglotte. Je suis également conscient de l'importance de servir les Canadiens dans les 2 langues officielles. C'est une responsabilité essentielle pour Air Canada et je m'y investirai pleinement dans l'exercice de mes fonctions. On poursuit la discussion avec Mehran Ebrahimi, directeur de l'Observatoire de l'aéronautique et de l'aviation civile. Bonsoir, M. Ebrahimi. Oui, bonsoir. Bon, alors là, le nouveau PDG d'Air Canada qui est capable de bien s'exprimer en français. Selon vous, est-ce que ça va aider le transporteur à tourner la page sur l'ère de Michael Rousseau? En tout cas, je pense qu'ils ont choisi la bonne personne pour ça, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas comme seule qualité le fait de bien parler français, c'est qu'il est très compétent dans son domaine. Il a une très belle feuille de route et un CV impressionnant. Il est très connu et respecté dans le milieu de l'aviation. Il a été même au bureau des gouverneurs de l'IATA. Et donc, en plus de ça, donc, on peut donc s'assurer que l'avenir d'Air Canada est d'une certaine manière entre les bonnes mains. Mais en plus, c'est un polyglotte qui parle français et je suis certain, en plus, vu ses talents et son intérêt pour les langues, il s'améliorerait même en français. C'est un homme qui a une feuille de route impressionnante, vous l'avez dit, qui a occupé vraiment plusieurs postes clés dans différentes compagnies, là. Exactement, et c'est ça aussi qui le rend très intéressant, c'est qu'il a assuré des fonctions différentes dans différentes compagnies, dans différentes régions du monde. Donc il a vraiment une vue très large, 360 degrés, sur ce qui est à l'intérieur, la réalité d'une compagnie aérienne, ce qui est la réalité d'une compagnie aérienne à travers le monde avec des complexes, et ce qu'une compagnie aérienne a comme rôle dans sa société, dans sa collectivité. C'est pour ça qu'il s'intéresse à la culture, à la langue. Dans chaque pays où il était, à part au Qatar, il n'a pas appris l'arabe, mais donc en Amérique du Sud, pour Aeromexico, pour Avianca, il a appris donc l'espagnol. En tout cas, il parle espagnol. Quand il était à la tête de SAS, donc il a commencé à apprendre le suédois. Donc là, vous voyez, il parle français. Donc c'est quelqu'un qui
parce que, en fait, comme gestionnaire, il veut être sur le terrain, il veut être avec son monde. Et donc, ce qui fait que ça l'a poussé à s'intégrer par le biais de la langue. Il faut dire qu'il y a aussi d'importants défis pour Air Canada, mais pour tous les transporteurs. Je pense au coût du kérosène, à la pénurie de main-d'œuvre, pour ne se nommer que ceux-là. Alors, ça sera quoi, selon vous, son principal défi en arrivant chez Air Canada? Air Canada, c'est une compagnie qui va bien, c'est une compagnie qui a réussi son expansion, il y a un plan stratégique qui marche bien. Maintenant, on est dans un monde qui change tous les jours. Le fait que, par exemple, justement, les vols qui étaient une destination intéressante pour les États-Unis qui diminuent. Vous avez vu, encore une fois, la guerre est repartie aujourd'hui, donc le prix de kérosène qui repart vers la hausse, des destinations qui disparaissent comme le Cuba. Tout ça, ça fait partie des éléments sur lesquels la compagnie n'a pas de contrôle, mais le dirigeant de la compagnie doit composer avec ça. Et ça nécessite quelqu'un qui a une agilité, qui a un savoir-faire, une bonne compréhension pour essayer de mener la compagnie au bon port. Capable de gérer l'imprévisible. Merci beaucoup, Mehrane Ebrahimi. À la prochaine. C'est toujours un plaisir. Bonne fin de soirée. Ça fait maintenant 10 ans, jour pour jour, que l'arrêt Jordan faisait son entrée dans le système judiciaire canadien. Le 8 juillet 2016, la Cour suprême du Canada imposait donc une limite de temps pour la tenue des procès aux criminels et au pénal. 18 mois devant une cour provinciale, 30 mois devant une cour supérieure. Donc, avec nous, Nicole Gibault, collaboratrice judiciaire, aussi juge à la retraite. Bonsoir, Nicole. Bonsoir, Marie-Claude. Rappelle-nous, ça part de où, ça, l'arrêt Jordan? Bien, c'est un monsieur qui était impliqué dans la drogue, qui était accusé d'un trafic de drogue. Et évidemment, il n'a pas eu son procès avant un bon 4-5 ans. Et son procureur a évidemment mis de l'avant la charte qui dit qu'un accusé doit avoir son procès dans un délai raisonnable. Et ça a monté jusqu'à la Cour suprême. La Cour suprême en a profité pour taper fort sur le clou. Et ça a été un électrochoc parce qu'il nous avait averti, la Cour suprême, avant. Mais on n'avait peut-être pas entendu le message. Jusqu'ici, c'est clair. Et dernièrement, au mois de mai, on a répété, on ne change pas les règles de l'arrêt Jordan. Grosso modo, est-ce que c'est bon pour notre système judiciaire, l'arrêt Jordan, tu dirais? Bien, ça a été un électrochoc. Évidemment, ça a eu des bons effets parce que ça s'est mis à rouler. Mais plus on roule, Marie-Claude, plus ça prend du personnel, plus ça prend des gens, plus ça prend de procureurs. Et ça, je suis pas sûre que la machine roulait aussi vite qu'on aurait voulu. La nomination de juges, oui, on dit tous les ministres qui ont passé disent on a nommé des juges, on a nommé des procureurs, mais il n'y en a pas assez. Il y a beaucoup de crimes, donc ils sont obligés de faire un choix déchirant, puis malheureusement laisser tomber des procès pour pouvoir continuer dans d'autres qui sont beaucoup plus sérieux et importants pour peut-être la société. Et la société a le droit que les crimes soient résolus dans un délai raisonnable. Ouais. Justement, depuis 2023, les procureurs au Québec ont abandonné environ 350 dossiers en raison de l'arrêt Jordan. Pour les victimes ou les présumées victimes, ça envoie quand même un drôle de message, non? Oui, puis c'est très, très malheureux, mais ça fait longtemps, là. Ça date pas d'hier, ça fait 10 ans, tu l'as bien dit, Marie-Claude, ça fait 10 ans. Il y a un bout de temps, ça roulait, ça allait bien, on avait presque rattrapé. Là, ça reculait, tu sais, on fait 10 pas par en avant, puis après, ça recule de 12, c'est pas très bon, là. Alors oui, ça doit être très décevant pour toute victime, que ce soit parce qu'on va prioriser le dossier probablement d'agression sexuelle puis de crimes contre la personne, mais une fraude, là, majeure sur des personnes âgées. J'espère qu'on fait attention parce que ça brise leur vie à jamais. Merci beaucoup, Nicole, de nous aider à y voir plus clair sur l'arrêt Jordan, surtout comment ça a changé le système judiciaire canadien. Merci, au revoir. Et à Montréal, les espaces réservés aux piétons diminuent. Les voitures sont de retour dans la rue Saint-Denis pour une première fois en 4 ans. Il pourrait bientôt y avoir aussi moins de rues piétonnes dans le vieux Montréal. La tendance inquiète certains commerçants qui craignent une baisse de la fréquentation. Juliette Poirot. Comme vous le voyez, la rue Saint-Denis n'est plus piétonne cet été. On parle de la perte d'un tronçon d'environ 300 mètres, ce qui inquiète les commerçants du secteur qui sont habitués de recevoir quelques 20 000 visiteurs par jour à cette période, alors que le festival Complètement Cirque bat son plein. C'est sûr qu'au niveau de la pollution, je pense que les clients aiment moins ça parce qu'il y a beaucoup plus de poussière, de kérosène et tout ça, et de bruit, comme qu'on entend maintenant. C'est sûr que je pense que c'était mieux quand il n'y avait pas de voiture.
J'espère que ça ne va pas perdurer, parce que je pense que la rue Saint-Denis offrait vraiment une ambiance extraordinaire. Les gens pouvaient aller au resto, prendre une bière, aller voir des spectacles. Ouais. L'administration de Soraya Martinez Ferrada a voulu redonner accès aux voitures sur la rue Saint-Denis, notamment pour rendre la circulation plus fluide pour les véhicules d'urgence, ce qui est compréhensible avec les travaux actuels parce que ça aurait obligé les véhicules à faire tout un détour. Nous, on a été informés en novembre dernier qu'il n'y aurait pas de piétonisation. Je vous dirais que ça a été un accueil assez froid, tant de nos membres, les commerçants, que de l'organisation en soi, de la SDC. Il y a eu beaucoup de travail, puis on est conscient là, que la Ville a mis l'épaule à la roue pour trouver des solutions. On le sait que c'est une voie de passage qui est primordiale pour la sécurité publique, mais ça fait longtemps que les travaux sont planifiés, ça fait longtemps qu'on savait que ça s'en venait. C'est la deuxième phase des travaux sur la station Berry-UQAM. Alors, on se demande encore comment se fait-il qu'il n'y a pas eu une meilleure coordination, meilleure communication. Mais encore là, est-ce que la réouverture de la rue va mettre en péril ce qu'on a tout fait pendant les dernières années à remonter la rue Saint-Denis, qui en avait grandement besoin? 71% des commerçants appuient la piétonisation de la rue Saint-Denis contre 92% des visiteurs, selon une étude menée par la SDC du quartier latin. Je pense que ce serait mieux de rester à pied, mettre ça piéton. C'est plus le fun pour le monde, puis il y a plus de monde qui vont venir. Bien, moi, je trouve que c'est dommage parce qu'il y avait beaucoup d'ambiance, il y avait beaucoup de gens qui s'assoyaient puis qui profitaient de l'occasion pour aller dans des bars. Moi, je joue souvent en bordel pour faire des comedy shows, puis les gens, ils s'invitaient. Donc, je trouve que c'est dommage qu'ils ont réouvert pour les voitures. Je pense qu'ils devraient garder ça fermé. Et ce n'est pas le seul endroit où les espaces pour les piétons pourraient être restreints. Ici, dans le Vieux-Montréal, la ville veut redonner davantage l'accès aux véhicules. Un mandat a été donné au service d'urbanisme pour réviser le projet du Royaume des piétons avancé par l'ex-mairesse Valérie Plante. On a demandé au département de mobilité et d'urbanisme de trouver des solutions pour tout le monde qui est affecté ici. Les résidents, les commerces, même les touristes. Le but, c'est vraiment d'améliorer l'accès pour les piétons et aussi les automobilistes ici. Exactement. Maintenant, on va parler avec eux pour savoir qu'est-ce qu'on peut changer pour vous. C'est un plan maintenant, mais on veut un plan meilleur. À Montréal, Juliette Poirot pour Nouveau Info. Justin Bieber sera du spectacle de la mi-temps, la finale de la Coupe du monde de soccer. Le chanteur canadien rejoint ainsi les têtes d'affiche déjà annoncées Madonna, Shakira et le groupe coréen BTS. Le match de la finale sera présenté le 19 juillet prochain au stade New York, New Jersey. Alors voilà, c'est complet pour ce soir. Dans toute l'équipe, merci beaucoup d'avoir été là. Demain, c'est le coup d'envoi pour le Festival d'été de Québec. On ira faire un tour avec notre équipe sur place. Bonsoir, bonne nuit.